Je me suis réveillé avec l'odeur du désinfectant d'hôpital, et le son de mon propre rythme cardiaque sur un moniteur. Et le premier visage que j'ai vu, ce ne fut pas l'inquiétude de mon mari. C'était la signature de son avocat, déjà imprimée au bas d'une pile de documents. Il ne m'a pas demandé si je souffrais. Il a demandé si j'avais un stylo. 3 jours plus tard, il épousait une autre femme. Il pensait m'avoir tout pris. Il n'avait aucune idée de ce à quoi il tournait réellement le dos. Je m'appelle Rachel Morgan. J'ai 32 ans, et je suis major dans l'armée des États-Unis. Pendant 11 ans, je me suis bâti une vie fondée sur la discipline. Le genre de discipline qui vous apprend à garder un visage impassible, même lorsque tout s'effondre à l'intérieur de vous. J'ai pleinement assimilé cette leçon un mardi matin, dans une salle de réveil à l'hôpital Walter Reed. 3 heures après que les chirurgiens aient fini de réparer les dégâts, qu'un accident d'entraînement avait causé à ma colonne vertébrale. L'anesthésie ne s'était pas totalement dissipée. J'avais la bouche sèche. Mes côtes me faisaient mal à chaque respiration. Et les lumières fluorescentes au-dessus de moi me semblaient trop vives, trop bruyantes. D'une façon dont la lumière ne devrait normalement pas pouvoir être ressentie. Je me souviens d'avoir cligné des yeux lentement, essayant de faire la mise au point sur la pièce, et d'avoir pensé, il va être là. Il faut qu'il soit là. Ethan et moi étions mariés depuis 6 ans. Quelles que soient les fissures qui s'étaient creusées entre nous, je croyais encore que, quand ça compterait vraiment, quand je serais brisé sur un lit d'hôpital, mon mari franchirait cette porte avec des fleurs, ou un café, ou juste sa main cherchant la mienne. Il est entré avec un dossier. Pas de fleurs, pas de café. Un dossier cartonné, le genre qu'on achète dans un magasin de fournitures de bureau, coincé sous son bras, comme s'il était là pour conclure l'achat d'une maison. Il ne s'est pas assis. Il ne m'a pas touché. Il s'est tenu au pied du lit, la lumière fluorescente accrochant le côté de son visage, et il a prononcé les mots si simplement, si calmement. L'espace d'une seconde, à travers le brouillard des médicaments, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai demandé le divorce. Je l'ai dévisagé. Ma gorge était encore à vif à cause du tube respiratoire qu'ils avaient utilisé pendant l'opération, et je n'aurais pas pu argumenter, même si je l'avais voulu. Mais ce n'était pas seulement ma gorge qui était devenue silencieuse. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui s'était discrètement refermé sur lui-même, depuis plus longtemps que je ne voulais bien l'admettre. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais épousé dans une petite chapelle en Géorgie, pendant que mon père pleurait au premier rang. Et je me suis senti étrangement calme, et non pas dévasté. Calme. Comme on se sent dans les secondes, qui suivent la connaissance d'un résultat inévitable, et où l'on attend simplement que le monde s'aligne. Il a posé le dossier sur la table roulante à côté de mon lit, juste à côté du gobelet d'eau en plastique, auquel je n'avais pas encore pu boire. Il l'a ouvert lui-même, feuilletant les pages, comme s'il faisait une présentation à un client. Il m'a annoncé, de cette même voix plate d'agent immobilier qu'il utilisait pour conclure une affaire, qu'il garderait la maison, le Denali, et les meubles que nous avions choisis ensemble, dans cette salle d'exposition hors de prix à Alexandria. Il l'a dit comme s'il lisait une liste de contrôle. Comme si rien de tout cela n'avait jamais eu d'importance, au-delà de sa valeur de revente. Tu dois juste signer, a-t-il dit. Il ne s'agit que de ça. Je me souviens avoir baissé les yeux vers mes mains. Une perfusion était scotchée sur le dos de l'une d'elles, un bracelet d'hôpital flottait autour de mon poignet. J'ai pensé à toutes ces nuits, où j'étais resté éveillé avec lui, quand ces transactions immobilières échouaient. À toutes ces fois, où j'avais fait 4 heures de route au retour d'une préparation de déploiement, juste pour être présente au dîner d'anniversaire de sa mère. Plus rien de tout cela ne semblait exister dans cette pièce avec nous. Tout avait été discrètement effacé, remplacé par un dossier et un stylo. Et puis il a dit la chose, qui m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir, sur le peu de considération qu'il avait toujours eu pour moi. Tu ne gagnes que 7 000 par mois, a-t-il dit, sans méchanceté, presque comme s'il avait pitié de moi. Tu ne t'en remettras jamais financièrement. Pas après ça. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas parlé des comptes en fiducie, des brevets, du siège au conseil d'administration sur lequel il ne m'avait jamais interrogé en 6 ans de mariage. Je n'ai pas expliqué que le chiffre sur ma fiche de paie de l'armée était la plus infime fraction de ce que je valais, sur le papier ou autrement. Quelque chose en moi appelait ça de la fierté, appelait ça de l'épuisement, ou bien cette clarté si particulière qui survient juste après une opération, quand les médicaments dépouillent tout pour ne laisser que la vérité, a décidé que je ne lui devais plus d'explication.
Alors, j'ai pris le stylo avec ma main valide, et j'ai signé. J'ai cédé la maison. J'ai cédé la voiture. J'ai cédé 6 années de dimanche matin, de brosse à dents partagées, et d'une vie que j'avais bâtie autour de l'amour d'un homme qui, à cet instant, ne parvenait même pas à demander si l'opération s'était bien passée. Il a repris le dossier, m'a remercié et il m'a réellement remercié, comme si je lui avais rendu service et il est sorti de la chambre, sans se retourner. Je suis resté allongé ensuite, fixant les dalles du plafond, écoutant mon propre moniteur biper, à un rythme régulier et indifférent. Je n'ai pas pleuré. Je n'arrêtais pas de penser à une phrase, la retournant sans cesse dans mon esprit, comme un caillou dans ma paume, si c'est ce que tu crois, Ethan, alors laisse que ce soit ce que tu crois. 3 jours plus tard, alors que j'étais toujours en blouse d'hôpital, à faire des allers-retours dans le service avec un physiothérapeute qui me tenait le bras, Ethan Morgan a épousé Vanessa Cole. Une petite cérémonie dans un vignoble, à 40 minutes de la ville. Quelqu'un m'a envoyé une photo, bien que je ne l'ai jamais demandé. Il souriait dessus. Ce genre de sourire large et facile, qu'il ne m'avait plus adressé depuis plus d'1 an. Vanessa portait de l'ivoire. Elle riait de quelque chose situé juste en dehors du cadre. J'ai longuement regardé cette photo. Et puis, j'ai posé mon téléphone face contre table sur le plateau de l'hôpital, j'ai fermé les yeux, et je me suis autorisé à me reposer. Car quelque part, sous la douleur dans mon dos et la morsure silencieuse d'avoir été si facilement jeté, il y avait autre chose. Quelque chose qu'Ethan ignorait être en chemin vers lui. Quelque chose qu'il n'avait jamais songé à demander, en 6 ans de mariage, parce qu'il avait déjà décidé qui j'étais, et ce que je valais. Il était sur le point de découvrir à quel point il s'était trompé. Pour comprendre pourquoi Ethan n'a rien vu venir, il faut comprendre quel genre de mariage nous avions réellement. Non pas celui que nous montrions aux autres, mais l'architecture silencieuse en dessous. Les parties que personne d'autre n'était invité à voir. J'ai rencontré Ethan Morgan lors d'un barbecue chez un ami commun à Virginia Beach, à l'époque où j'étais capitaine. Il avait encore de l'ambition, de la bonne manière. Il construisait son entreprise immobilière, une journée portes ouvertes à la fois. Il possédait ce charme facile, le genre qui fait que les étrangers lui font confiance en quelques minutes. Et j'aimais ça chez lui. J'aimais qu'il puisse entrer dans une pièce, et faire en sorte que chacun s'y sente la personne la plus intéressante. Je ne savais pas encore que ce même charme, qui attirait les gens vers lui, serait plus tard l'outil qu'il utiliserait pour éviter de me regarder vraiment. Dès le début, j'ai gardé mes finances séparées, et discrètes. Il ne s'agissait pas de lui cacher quoi que ce soit en particulier. Cela relevait plutôt de mon éducation. Mon père était un comptable, qui estimait que l'argent devait être rarement vu, et encore moins discuté. Et quand mon oncle Frank est décédé, 4 ans après mon mariage, il m'a légué quelque chose que personne n'attendait. Une part minoritaire dans une petite entreprise de technologie de défense, qu'il avait contribué à fonder des décennies plus tôt, à l'époque où ce n'était que 3 types dans un garage à Huntsville. Parallèlement à cela, se trouvaient 2 brevets que je détenais conjointement avec lui, concernant des systèmes liés à la logistique et à l'intelligence artificielle prédictive. Des systèmes que l'armée elle-même, en fin de compte, avait fini par licencier pour des essais. Je n'ai pas compris la pleine valeur de tout cela au début. Je savais seulement que Frank m'avait accordé sa confiance, et que je n'allais pas être négligente avec ce qu'il avait construit. J'ai donc trouvé un cabinet de gestion de patrimoine, par l'intermédiaire d'un ancien camarade de service, j'ai créé une fiducie, et j'ai laissé l'argent fructifier discrètement. En arrière-plan d'une vie qui, par ailleurs, ressemblait exactement à celle de n'importe quelle autre famille de militaires. Une modeste maison de 3 chambres. Un Denali avec trop de kilomètres au compteur. Des coupons d'épicerie, découpés par habitude plus que par nécessité. Je ne portais jamais rien qui aurait pu me trahir. Pas de montre, pas de sac à main, rien qui dise « regardez ce que je possède ». En partie, c'était la culture militaire. On n'étale pas sa richesse devant des gens, qui vivent d'un chèque de paie à l'autre sur un salaire de sergent d'état-major. Mais en partie, si je suis honnête avec moi-même aujourd'hui, c'était un test que je ne m'avouais pas être en train de mener. Je voulais savoir si Ethan aimait la femme qui se tenait devant lui, ou la version de la réussite qu'il supposait que je représentais. Il a échoué à ce test lentement, par petites touches, bien avant que les papiers du divorce ne fassent leur apparition sur mon lit d'hôpital. Il y a eu des soirs, au début de notre mariage, où j'ai essayé de lui parler d'argent. Non pas pour me vanter, mais simplement pour être honnête, comme un partenaire devrait l'être.
Je me souviens d'un dîner, peut-être notre 3e année ensemble, où j'ai commencé à lui expliquer que mes revenus ne se résumaient pas aux chiffres sur ma fiche de solde. Qu'il y avait d'autres choses. Des comptes et des actifs qui nous appartenaient à tous les deux dans l'esprit, même si les documents les gardaient séparés pour des raisons légales. Il m'a coupé avant même que je ne termine ma phrase. Je sais comment fonctionne la paix militaire, Rachel, a-t-il dit, en agitant sa fourchette comme pour chasser une mouche. Tu n'as pas besoin de m'expliquer ton salaire. Je suis restée assise là, la bouche encore ouverte, sur le début d'une phrase qu'il ne me laisserait jamais finir. Et quelque chose s'est simplement refermé en moi. Pas de façon dramatique, pas avec des larmes. Ce fut plus silencieux que ça. À la manière dont une porte ne claque pas pour se fermer, mais s'ajuste clic par clic, jusqu'à ce qu'un jour, on réalise qu'elle est verrouillée depuis des années, sans se souvenir exactement de quand c'est arrivé. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de m'expliquer. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Qu'un mariage n'était pas un bilan comptable. Que l'amour devrait pouvoir exister, sans qu'aucun de nous deux ne comprenne totalement les finances de l'autre. Mais sous ce généreux raisonnement, se cachait quelque chose de plus honnête, et de moins confortable. J'avais un mari qui avait déjà décidé qui j'étais, et il n'était pas intéressé à l'idée de mettre le dossier à jour. Il a commencé à s'éloigner vers la 5e année. J'ai remarqué le téléphone qu'il inclinait légèrement, hors de ma vue pendant le dîner. Les rendez-vous clients qui débordaient de plus en plus tard dans la soirée. Le nouveau parfum qui ne ressemblait à rien de ce qu'il possédait. Je ne suis pas stupide, et j'ai passé plus d'une décennie à lire les gens sous pression pour gagner ma vie. Je savais, de cette manière spécifique et silencieuse où l'on sait quelque chose que l'on n'est pas encore prêt à dire à voix haute, qu'il voyait quelqu'un d'autre. J'ai fini par découvrir son nom. Vanessa Cole, une cliente à qui il avait vendu une maison sur le lac, l'année précédente. Mais au moment où j'en ai eu la confirmation, j'étais à 6 semaines d'un exercice d'entraînement qui allait me laisser sur une table d'opération. Et j'étais trop épuisé physiquement et émotionnellement, pour me battre pour quelque chose qui s'était déjà discrètement terminé de son côté. Il y a un type d'épuisement particulier, qui vient du fait de mener de front une carrière entière, un mariage qui a cessé d'être réciproque, et la conscience grandissante que vous êtes la seule à essayer encore. Je n'avais plus les réserves nécessaires pour nous sauver. Alors, j'ai laissé faire. Je l'ai laissé dériver, et je me suis concentré sur la guérison de mon corps, car au moins, c'était un combat sur lequel j'avais encore un certain contrôle. Quand mon avocate, une vieille amie de la famille nommée Diane Whitfield, a examiné la demande de divorce rédigée par l'avocat d'Ethan, elle l'a lue 2 fois à son bureau. Puis, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes, avec une expression que je n'oublierai jamais, quelque part entre l'incrédulité et un amusement discret. Il a listé la maison et le véhicule comme biens matrimoniaux, a-t-elle dit en tapotant la page, et il n'a rien demandé d'autre. Rachel, est-ce qu'il sait ce qui est réellement à votre nom? J'ai secoué lentement la tête. Il n'a jamais posé la question. Diane a posé les papiers, croisé les mains, et souri. D'une manière qui n'avait rien à voir avec de la joie, mais tout à voir avec le fait de savoir exactement comment cette histoire allait se dérouler. Eh bien, a-t-elle dit, il est sur le point de découvrir quelque chose d'intéressant. Les semaines suivant le divorce furent, selon toute apparence extérieure, un triomphe pour Ethan Morgan. Il a publié les photos du mariage sur Facebook dans les 48 heures. Vanessa, dans sa robe ivoire, sous une guirlande lumineuse de vignoble. Ethan, dans un costume en lin, sa cravate juste assez desserrée pour avoir l'air naturel. Les légendes étaient du genre conçues pour être lues par un public. Le début de notre toujours. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on choisit enfin de penser à soi. Je l'ai vu, car une amie commune de notre ancien groupe paroissial me l'a envoyé. Pas par méchanceté, juste avec la mention « Je pensais que tu devrais le savoir », avant de l'entendre ailleurs. Je l'ai regardé une fois. J'ai ressenti une douleur étrange et lointaine, qui relevait plus de la nostalgie que du chagrin d'amour, et j'ai posé mon téléphone. Vanessa, d'après ce que l'on m'a dit, n'a pas perdu de temps pour s'assurer que tout le monde sache qu'elle avait gagné. Elle n'était pas cruelle à proprement parler. Elle faisait partie de ces femmes, qui confondent le volume sonore avec la confiance en soi. Elle parlait de moi dans les soirées, avant même de m'avoir rencontré, me qualifiant d'épouse militaire ennuyeuse, auprès de personnes qui avaient toujours mon numéro dans leur téléphone. Elle plaisantait en disant qu'Ethan avait enfin monté en gamme, qu'il méritait quelqu'un qui comprenait l'ambition, plutôt que quelqu'un qui passait une décennie en treillis, à jouer aux soldats.
Les nouvelles vont vite dans les petits cercles. Et le nôtre était plus petit que l'un ou l'autre ne le réalisait. Ils sont allés aux îles Turques-Caïques pour leur lune de miel. Vanessa a publié une photo de ses pieds dans le sable, à côté d'une coupe de champagne, avec la légende « Nouveau chapitre, nouvelle vie, nouveau mari qui assure vraiment ». Ethan a liké la photo, dans la minute suivant sa publication. Je le sais, parce que quelqu'un a fait une capture d'écran et me l'a envoyé. Accompagné de 3 textos d'indignation séparés en mon nom, que je n'avais jamais demandé, mais que j'ai apprécié malgré tout. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce qu'Ethan lui-même ne savait pas, debout dans notre ancienne cuisine à se vanter auprès de ses copains de garder la maison, comme s'il avait gagné une sorte de négociation. C'était que la maison n'avait jamais été l'actif qui comptait. Il a gardé la coquille vide de notre mariage. L'hypothèque, qui était sous l'eau de bien plus que nous voulions l'admettre, après la correction du marché l'année précédente. Le Denali de 3 ans d'âge, avec un voyant moteur qui s'allumait par intermittence, et dont il repoussait la révision. Les meubles, dont j'avais acheté la moitié d'occasion, et que j'avais retapé moi-même le week-end, lorsque j'étais à la maison entre 2 déploiements. Il avait gardé les accessoires, les décors, tout ce qui rendait bien en photo, mais ne signifiait presque rien sur un bilan comptable. Ce qu'il n'avait pas demandé, parce qu'il ignorait son existence, c'était la véritable architecture de ce que je possédais. La part minoritaire dans l'entreprise de défense que mon oncle Franck m'avait léguée. Elle avait discrètement triplé de valeur en 4 ans, car l'entreprise avait remporté 2 contrats fédéraux, dont personne en dehors d'un petit cercle d'investisseurs n'avait encore entendu parler. Le compte de courtage qu'il abritait, ainsi qu'un portefeuille diversifié. Ma gestionnaire de patrimoine, une femme pointue et pragmatique nommée Patricia, l'avait construit pour moi avec cette patience, qui se transforme en véritable fortune, sur une décennie de croissance composée. Les 2 brevets, générant toujours des revenus de licence modestes mais réguliers, de la part même de la branche de l'armée dans laquelle je servais. Un détail qui, s'il l'avait su, l'aurait peut-être fait rire de l'ironie de la situation. Ou bien l'aurait rendu furieux, de ne jamais avoir pensé à demander, ce que signifiait, consultant en système logistique, sur mes anciens papiers de bourse de recherche. Rien de tout cela n'avait été dissimulé par tromperie. Cela n'avait tout simplement jamais été évoqué, car il n'avait jamais créé l'espace où il semblait sûr de le partager. Et légalement, parce que tout cela précédait notre mariage, où m'était échu par héritage et par propriété intellectuelle. Je possédais tout de manière indépendante, et rien n'était sujet à un partage. Mon avocate, Diane, s'est assurée que le règlement reflète cela avec une précision chirurgicale. La maison, la voiture, le compte chèque commun. Rien de plus. Je ne me suis pas battu pour une part plus importante. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai laissé s'éloigner certain d'avoir gagné. Car dans son esprit, gagner signifiait garder les choses qu'il pouvait voir. Je me souviens que Diane m'a demandé une fois autour d'un café, une fois les papiers finalisés, si je voulais m'assurer qu'il comprenne ce qu'il perdait, avant de tout signer. Elle l'a dit délicatement, professionnellement. Comme le font les avocats, lorsqu'ils vous offrent une forme de justice, mais souhaitent que vous la choisissiez vous-même. Je pourrais m'assurer que les termes de l'accord indiquent clairement votre valeur nette totale, a-t-elle suggéré. Certaines personnes veulent que leur ex sache exactement ce qu'ils ont perdu. J'y ai réfléchi pendant un long moment, remuant lentement mon café, regardant la vapeur s'enrouler et disparaître. Non, ai-je répondu finalement. Laissez-le le découvrir par lui-même. Que ça vienne du monde, pas de moi. Il y avait quelque chose en moi, qui avait besoin que ça se passe ainsi. Non pas par cruauté, mais par une sorte de dignité, à laquelle je n'étais pas prête à renoncer, même face à tout ce qu'il avait pris. Je ne voulais pas que ma valeur soit une arme que je brandisse contre lui, en franchissant la porte. Je voulais qu'il rencontre la vérité naturellement, en son temps. Comme il aurait dû la rencontrer des années plus tôt, s'il s'était un tant soit peu donné la peine de regarder. J'ai donc signé ma part du règlement, j'ai clos ce chapitre aussi discrètement que je l'avais vécu, et je suis retourné à ma rééducation physique. Je suis retourné au travail. De retour au long processus, sans aucun glamour, de reconstruction d'un corps qui avait subi une opération, et d'une vie qui venait d'être légalement réécrite, en moins de 20 minutes, dans un palais de justice du comté de Fairfax. Je n'ai pas beaucoup pensé à Ethan pendant ces premiers jours. Je supposais, si j'y pensais, qu'il continuerait à vivre exactement la petite vie suffisante qu'il s'était choisie. Et que nos chemins s'éloigneraient simplement, comme le font la plupart des couples divorcés, par obligation d'abord,
puis par indifférence, puis plus rien du tout. Je ne savais pas encore à quel point tout cela allait changer rapidement. Le 4e jour après la finalisation du règlement, une enveloppe est arrivée à la nouvelle adresse d'Ethan. Un en-tête officiel, un sceau fédéral dans le coin. Elle n'était pas envoyée par moi, ni par Diane, ni par quiconque lié de près ou de loin à notre divorce. C'était le premier fil d'un tissu qui était sur le point de se défaire complètement. Ethan m'a raconté l'histoire lui-même des mois plus tard, lors d'une conversation que ni l'un ni l'autre n'avions prévue. Mais en la reconstituant, avec ce que je savais déjà par les documents qui avaient fini par atterrir sur mon bureau, voici comment cette matinée s'est réellement déroulée. L'enveloppe est restée sur le comptoir de la cuisine pendant près d'1 heure avant qu'il ne l'ouvre. Vanessa l'a remarqué la première. Elle était du genre à remarquer le courrier, à ouvrir les factures avant sa 2e tasse de café, par une sorte d'habitude anxieuse qu'elle gardait d'une enfance, où l'argent avait toujours manqué. Elle la retourna dans sa main, vit le sceau du gouvernement, et interpella Ethan depuis la cuisine, en n'y prêtant qu'à moitié attention. Quelque chose est arrivé pour toi. Ça a l'air officiel. Il l'a ouverte, debout au comptoir, encore en maillot de corps, le café refroidissant à côté de lui. C'était un avis formel d'un bureau fédéral de contrôle des contrats, qui ne lui était adressé que parce que son nom était apparu de manière tangentielle, dans un dossier de contrôle préalable lié à une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler. La lettre était dense. Remplie de ce type de langage institutionnel, qui nécessite 3 lectures pour être pleinement compris. Mais l'essentiel, une fois assimilé, a frappé comme un poids que l'on lâche. Une entreprise de technologie de défense subissait un examen de routine de ses actionnaires et de sa conformité, avant l'attribution d'un nouveau contrat, et son propre nom avait fait surface. Parce que, comme l'expliquait la lettre, presque comme une réflexion après coup, son ex-conjointe détenait une participation documentée dans l'entreprise. Et ses propres demandes de prêts récentes, ainsi que ses déclarations de situation financière personnelle, déposées au cours des 2 dernières années de notre mariage, avaient répertorié les actifs du ménage. D'une manière qui ne correspondait plus aux documents publics qui étaient maintenant révélés. Il l'a lu 2 fois, m'a-t-il avoué plus tard, sans comprendre une seule phrase au-delà des mots, votre ex-conjointe détient une participation. Le téléphone a sonné avant même qu'il n'ait reposé la lettre. C'était sa banque. Celle qui détenait le prêt sur une propriété locative, qu'il avait utilisé pour développer son portefeuille immobilier, 2 ans plus tôt. Un prêt qu'il avait personnellement garanti. En partie, en utilisant des états financiers qui avaient inclus mes revenus, comme par des ressources combinées de notre ménage à l'époque, quand nous faisions encore nos déclarations d'impôts conjointement. La voix de l'agent de crédit était polie, prudente. Comme le sont les gens quand ils sont sur le point d'annoncer une nouvelle, dont ils savent qu'elle sera mal reçue. Ils examinaient le dossier. Une anomalie avait été signalée lors d'un audit. Étant donné le récent divorce, et l'absence soudaine des revenus qui avaient servi à se qualifier pour les conditions initiales, ils avaient besoin d'une documentation mise à jour. Et rapidement. Ethan a raccroché, m'a-t-il dit, en ressentant la première véritable montée de panique, qu'il était éprouvée depuis des années. Puis le 2e appel est arrivé. Son avocat. Celui qui avait géré le divorce. Il n'appelait pas par inquiétude, mais par prudence professionnelle. Il l'informait qu'une recherche de titre de propriété de routine sur la maison et une procédure standard maintenant qu'Ethan refinançait la maison à son seul nom avait révélé des références, à des participations en fiducie et à des cessions de propriété intellectuelle liées à Rachel Morgan. Celle-ci n'avait pas fait partie des divulgations du divorce. Et il demandait délicatement si Ethan avait été pleinement conscient de la situation financière de son ex-femme au moment du règlement. Au 3e appel, celui-ci de l'IRS, le fisc américain, concernant une incohérence dans une déclaration conjointe datant de 2 ans auparavant. Une déclaration qui avait réclamé des déductions, basées sur des niveaux de revenus que les registres publics suggéraient désormais, comme étant considérablement sous-évalués. Ethan était assis sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards. Le téléphone était pressé si fort contre son oreille que Vanessa a raconté plus tard, qu'elle pouvait entendre la petite voix depuis l'autre bout de la pièce. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant. Elle a confié à un ami commun par la suite, que la couleur quittait lentement son visage, comme quelque chose que l'on verse d'un verre. Que se passe-t-il, n'arrêtait-elle pas de demander. Ethan, que se passe-t-il? Il ne lui a pas répondu tout de suite. Il était trop occupé à relier un ensemble de faits, qui étaient restés sous ses yeux pendant des années.
Des faits qu'il n'avait tout simplement jamais pris la peine de regarder, car il avait déjà décidé, bien avant tout cela, quel genre de femme il avait épousé. Il y avait aussi une affaire immobilière. Celle qu'il poursuivait depuis des mois, un développement à usage mixte en périphérie de Richmond, qui aurait été la plus grosse commission de sa carrière. Son partenaire d'investissement sur cette affaire, un homme nommé Carl Denain, qui avait discrètement mené ses propres vérifications d'antécédents par principe, avant de finaliser un engagement à 7 chiffres. Carl a appelé le même après-midi pour annoncer qu'il se retirait. Il n'a pas accusé Ethan directement de quoi que ce soit. Il a simplement dit, avec le langage prudent des hommes qui ont décidé de ne pas brûler les ponts, mais qui n'ont pas non plus l'intention de les traverser à nouveau. Il a dit que certaines déclarations qu'Ethan avait faites, sur sa situation financière personnelle lors de leur première conversation, ne semblaient pas tenir la route. Et qu'il pensait qu'il valait mieux qu'ils se séparent, avant qu'aucun document ne soit signé. Ethan m'a dit plus tard, que ce fut le moment où tout s'est réellement effondré. Ce n'était ni la banque, ni la lettre du fisc, ni même la question prudente de l'avocat spécialisé en divorce. Ce fut la voix de Carl, plate et définitive, lui annonçant que sa crédibilité, la chose qu'il avait passé 15 ans à bâtir, dans une industrie entièrement fondée sur la confiance et la réputation, venait de s'évaporer discrètement. À cause de suppositions qu'il avait faites, sur une femme qu'il n'avait jamais pris la peine de vraiment connaître. La panique de Vanessa a fait surface presque immédiatement après la fin de cet appel. Elle l'avait épousé, croyant, selon ses propres mots par la suite, qu'il était sur le point de devenir millionnaire, une fois le règlement du divorce compensé. Et que sa carrière immobilière continuerait de grimper, comme il lui avait toujours promis. Elle s'est assise en face de lui à la table de la cuisine ce soir-là, sa voix montant dans les aigus, alors qu'elle posait la question qui, avec le recul, aurait dû être posée des années plus tôt par quelqu'un d'autre entièrement. Je croyais qu'elle était fauchée, a lâché Vanessa. Tu m'avais dit qu'elle ne gagnait rien. Tu m'avais dit que la maison et le 4x4, c'était la totalité de son patrimoine. Ethan n'a pas répondu. Il a ouvert son ordinateur portable à la place, les mains tremblant légèrement. Et il a tapé mon nom dans une barre de recherche. Pour ce qu'il a admis plus tard être la toute première fois, en 6 ans de mariage. Ce qui est apparu l'a glacé sur place. Un dépôt de brevet, mon nom figurant comme co-inventeur aux côtés de feu mon oncle. Une brève mention, dans une publication spécialisée de l'industrie de la défense, concernant l'ajout de membres au conseil d'administration d'une petite entreprise, suite à l'obtention d'un contrat. Une courte biographie, sur une page d'ancien élève d'un programme de bourse de recherche que j'avais terminé des années plus tôt, décrivant un travail sur les systèmes, qui n'avait rien à voir avec la femme qu'il croyait avoir épousée. Rien de tout cela n'était dramatique. Rien n'était tape à accent grave l'œil. C'était juste discrètement, indéniablement réel. Des années de ma vie véritable, exposées noir sur blanc. Accessible tout ce temps, à quiconque se serait suffisamment soucié de moi pour chercher. Il est resté assis là, m'a-t-il raconté plus tard. Il fixait l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous, sentant quelque chose se fêler dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec l'argent. Mais tout à voir, avec la compréhension soudaine et écœurante, du peu qu'il connaissait réellement la personne avec qui il avait partagé son lit pendant 6 ans. Il a pris son téléphone et m'a appelé. J'ai regardé l'écran, j'ai vu son nom s'illuminer dans le noir, et je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a appelé 4 fois de plus cette nuit-là. J'ai regardé l'écran s'allumer à chaque fois, depuis l'autre bout de ma cuisine. Le téléphone bourdonnait doucement contre le comptoir, comme quelque chose essayant d'attirer mon attention, dont j'avais déjà décidé qu'il ne la méritait pas. Je ne me suis pas senti triomphante en voyant cela arriver. Je veux être honnête sur ce point, car il serait facile de raconter cette partie de l'histoire, comme un tour d'honneur après la victoire, et ce n'en était pas un. C'était plus silencieux que ça. Plus triste, d'une certaine manière. J'ai juste ressenti l'étrange calme creux, de voir un château de cartes, enfin prendre le vent contre lequel il luttait depuis des années. J'ai découvert la majeure partie de ce qui s'est passé ensuite, de la même manière que tout le monde. À travers la lente et peu reluisante décomposition d'une vie, fondée sur des hypothèses. Visibles par fragments, par le biais d'amis communs, d'anciens collègues, et éventuellement d'Ethan lui-même. Vanessa a été la première à s'effondrer, et la plus rapide. Elle avait épousé une version d'Ethan, qui existait principalement dans le récit qu'il faisait de lui-même. Un homme prospère, en pleine ascension, sur le point d'acquérir le genre de richesse, qui lui permettrait d'arrêter de s'inquiéter,
des choses dont elle s'était toujours inquiétée en grandissant. Quand cette version a commencé à se disloquer, elle ne l'a pas gérée avec grâce. Elle a commencé à poser des questions devant d'autres personnes, lors de dîners, à la salle de sport, d'une manière qui mettait leurs amis communs profondément mal à l'aise. « Savais-tu qu'il avait menti sur le règlement du divorce ?» a-t-elle prétendument demandé à l'un des amis d'université d'Ethan, lors d'une fête d'anniversaire, assez fort pour que 3 autres personnes l'entendent. Et en l'espace d'une semaine, je l'avais entendu aussi. Les chuchotements se sont déplacés rapidement dans leur petit cercle social restreint. Les gens ont commencé à comparer discrètement leurs notes, remarquant pour la première fois, à quel point la confiance d'Ethan avait toujours reposé sur une histoire d'argent, qui ne tenait pas tout à fait debout si l'on y regardait de plus près. De vieux amis, qui avaient autrefois trinqué à son 2e mariage dans le vignoble, ont commencé à trouver des prétextes pour être occupés lorsqu'il appelait. Ce n'était ni dramatique ni cruel. C'était surtout la lente érosion sociale qui se produit, lorsque les gens réalisent qu'on leur a vendu une version de quelqu'un qui n'existait pas financièrement, les choses ont bougé encore plus vite que sur le plan social. Le refinancement de la maison a complètement échoué, une fois que la banque a terminé son examen. Et sans cela, Ethan ne pouvait pas couvrir la structure de paiement forfaitaire, que nous avions initialement mise en place des années auparavant, sous des hypothèses financières très différentes. Il a essayé de vendre la maison à la place, mais le marché avait changé depuis que nous l'avions achetée. Et après des mois de stagnation, sans presque aucun intérêt, il a été forcé de la mettre en vente à près de 40 000 € de moins que ce que nous avions payé. Le Denali, celui qu'il avait été si fier de conserver après notre mariage, nécessitait pour près de 6 000 € de réparation de transmission. Des fonds auxquels il n'avait plus facilement accès, avec l'accumulation des frais d'avocat liés au litige sur les prêts, et les soldes de cartes de crédit d'un mariage, qui, de l'avis général, s'était révélé considérablement plus coûteux que ce que ni l'un ni l'autre ne pouvaient réellement se permettre. Le retrait de Karl Denain de l'affaire de Richemont a eu un effet d'entraînement qu'Ethan n'avait pas anticipé. Dans une industrie qui fonctionne sur les relations et la réputation, les nouvelles voyagent exactement à travers le genre de petits cercles interconnectés, qui avaient autrefois rendu possible la carrière d'Ethan. 2 autres affaires potentielles se sont discrètement enlisées, au cours des mois suivants. Non pas à cause d'accusations directes, mais par cette sorte d'hésitation douce et tacite, qui s'installe autour d'une personne, une fois que sa crédibilité a été publiquement remise en question. Il a continué à travailler. Continué à se présenter aux journées portes ouvertes avec le même sourire facile, mais quelque chose dans sa confiance avait changé. Et les clients peuvent ressentir ce genre de choses, même lorsqu'ils ne peuvent pas mettre un nom dessus. La frustration de Vanessa a tourné au vinaigre, pour devenir quelque chose de plus acerbe. À mesure que les mois passaient, j'ai entendu dire, par le même réseau de connaissances communes qui m'avait autrefois fait passer les photos de leur mariage, qu'elle avait commencé à lui dire des choses devant d'autres personnes. Des choses qui n'étaient pas destinées à être répétées, mais qui l'étaient quand même. « Tu as ruiné ma vie », lui aurait-elle dit lors d'un dîner qui s'est terminé tôt et maladroitement. Le genre de phrase qui pèse plus lourd devant des témoins, qu'elle ne l'aurait fait en privé. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'elle a dit. Je sais seulement que l'histoire m'est parvenue par 3 sources différentes au cours de la même semaine. Ce qui en disait long, sur la visibilité qu'avaient déjà prise les fissures de leur mariage. Je tiens à préciser, que je n'ai pris aucun plaisir à entendre tout cela. Il y a une sorte de tristesse particulière, à observer de l'extérieur l'effondrement d'une vie, dont on a autrefois fait partie. Même lorsque la personne au centre de tout ça, a provoqué sa propre chute. Je me souvenais de l'homme qu'Ethan avait été à 28 ans. Affamé, drôle, et véritablement gentil dans les premières années. Avant que l'ambition ne se transforme en un sentiment d'avoir tous les droits. Avant qu'il ne décide que ma valeur pouvait se mesurer entièrement par un chiffre sur une fiche de paie. Certains soirs, en entendant un autre morceau de l'histoire de seconde main, je ressentais quelque chose de plus proche du chagrin que de la satisfaction. Un chagrin pour le mariage qui aurait pu être, s'il avait été, ne serait-ce qu'une seule fois, assez curieux pour vraiment me connaître. Mais je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas tendu la main pour offrir du réconfort, ou de la clarté, ou quoi que ce soit d'autre. Je l'ai laissé se débattre, avec les conséquences d'une vie qu'il avait construite sur des suppositions. Car c'était la seule leçon restante, qui pourrait réellement l'atteindre. Pendant que tout cela se déroulait autour de lui, ma propre vie a avancé à un rythme beaucoup plus paisible. J'ai terminé mon programme de physiothérapie en 11 semaines, avec un mois entier d'avance sur ce que les médecins avaient prévu. Principalement par pure obstination,
et grâce au genre de discipline que l'armée avait passé plus d'une décennie à m'inculquer. Je suis retourné dans mon unité pour un service aménagé, reprenant doucement le travail autour duquel j'avais bâti toute mon identité d'adulte. J'ai assisté à une conférence sur les technologies de défense à Huntsville, en tant qu'observatrice du conseil d'administration pour l'ancienne société de mon oncle. J'écoutais des ingénieurs qui avaient la moitié de mon âge, parler de systèmes que j'avais contribué à façonner des années auparavant. Je sentais quelque chose s'installer dans ma poitrine, qui n'avait absolument rien à voir avec Ethan. Le sentiment que ma vie, sa substance même, n'avait jamais eu besoin qu'il y croie pour être réel. Puis, un mardi soir au début du printemps, près de 5 mois après que les papiers du divorce aient atterri dans ma chambre d'hôpital, mon téléphone a vibré. Une notification de message vocal. Le nom d'Ethan s'affichait au-dessus sur l'écran, et en dessous, un petit chiffre que je n'avais pas vu associé à son contact depuis des années, 4 minutes et 12 secondes. Je l'ai fixé pendant un long moment, avant d'appuyer finalement sur lecture. Sa voix sur l'enregistrement ne ressemblait pas à l'homme qui s'était tenu au pied de mon lit d'hôpital, avec un dossier sous le bras. Elle semblait plus petite. Fatiguée, d'une façon que je n'avais pas entendue chez lui, même dans nos pires années ensemble. « Rachel » a-t-il commencé. Et il y a eu une longue pause. Assez longue pour que je croie presque que le message s'était coupé. Je ne sais même pas quoi dire, qui ne sonne pas comme une excuse. Je sais que je ne mérite pas que tu me rappelles. Je veux juste. J'ai besoin que tu saches, que je sais maintenant. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai jeté. Et je ne parle pas de la maison. Il a continué, sa voix se brisant par endroits, admettant des choses par bribes. Qu'il avait eu honte d'appeler son propre père au sujet de la situation du prêt, que Vanessa avait emménagé chez sa sœur 2 semaines plus tôt. Qu'il avait commencé à voir un thérapeute pour la première fois de sa vie. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il ne comprenait véritablement pas comment il était devenu une personne capable de se tenir dans une chambre d'hôpital, et de remettre les papiers du divorce à sa femme, au lieu de lui demander si elle souffrait. Il a prononcé mon prénom 3 fois de plus dans le message, chaque fois un peu plus doucement. Comme s'il testait si cela avait encore un sens pour lui de le dire. J'ai écouté les 4 minutes et 12 secondes entières, 2 fois, avant de décider quoi que ce soit. Ensuite, j'ai appelé Diane. Pas pour des conseils juridiques cette fois-ci, mais juste pour en parler. De la même façon qu'on discute de quelque chose, avec quelqu'un qui a vu toute l'histoire se dérouler, depuis le tout début. Elle a écouté, puis elle a posé la seule question qui comptait, est-ce que tu as envie de le voir? Je suis resté avec cette question pendant 3 jours, avant d'avoir une réponse. Non pas parce que j'avais encore peur de lui. Il ne restait rien en moi qui craignait Ethan Morgan. Aucune tendresse résiduelle assez vive pour faire mal. J'ai pris le temps parce que je voulais être sûr que, si j'acceptais de le rencontrer, ce serait pour la bonne raison. Pas pour triompher. Pas pour lui laisser voir ce qu'il avait perdu, étalé devant lui comme un trophée. J'ai accepté de le rencontrer parce que j'ai réalisé, quelque part au cours de cette calme succession de jours, qu'il me restait encore une chose à dire, et que je me devais de la prononcer à haute voix, plutôt que de la laisser non dite pour toujours. Nous nous sommes retrouvés un jeudi après-midi, dans un petit café de la vieille ville. Un terrain neutre, le genre d'endroit avec lequel aucun de nous n'avait d'histoire. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table dans le coin. J'ai presque failli ne pas le reconnaître au premier abord. Il avait perdu du poids. Non pas de cette façon délibérée et affûtée par la salle de sport, dont il avait l'habitude de parler lors des dîners mondains. Mais de la manière fatiguée et insomniaque, qui vient du stress vous rongeant de l'intérieur. Il s'est levé quand il m'a vu, et pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit du tout. « Merci d'être venu », a-t-il dit finalement, la voix plus rauque que dans mes souvenirs. Je me suis assise en face de lui, je n'ai rien commandé, et je l'ai laissé parler en premier. Car je pouvais voir qu'il avait besoin de se vider de tout ça, avant de perdre son courage. Il a fini par pleurer quelque part au milieu de tout ça. Pas le genre de pleurs démonstratifs que j'aurais pu attendre de lui autrefois. Mais quelque chose de plus silencieux, de plus involontaire, comme si cela le surprenait lui-même. Il m'a dit qu'il était désolé. Qu'il comprenait maintenant à quel point il avait échoué à me voir, qu'il avait laissé un chiffre sur une fiche de paie devenir la seule mesure de ma valeur. Parce que c'était plus facile, que de vraiment demander qui j'étais sous l'uniforme. Il a affirmé que Vanessa l'avait utilisé, presque autant qu'il s'était servi de ses propres suppositions à mon sujet.
Et qu'une fois que l'argent ne s'était pas matérialisé comme elle l'attendait, elle avait rendu très clair les raisons pour lesquelles elle l'avait réellement épousé. Il a raconté tout cela sans grande amertume. Surtout avec épuisement, comme un homme relatant un rêve fiévreux, dont il se réveillerait enfin. Je l'ai laissé terminer. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne lui ai pas offert le réconfort du pardon, avant qu'il n'ait mérité l'espace de dire ce qu'il avait besoin de dire. Quand il a eu fini, quand le silence entre nous s'était étiré assez longtemps pour que le barista de table plus loin ait resservi le café de nos voisins 2 fois, j'ai enfin pris la parole. Et j'ai gardé une voix égale, sans la moindre trace de triomphe. Je n'ai pas perdu un mariage parce que je gagnais moins d'argent, Ethan, ai-je déclaré. J'en ai perdu un parce que tu ne t'es jamais assez soucié de moi, pour vraiment me connaître. Il a tressailli à ces mots, plus qu'il ne l'avait fait à tout ce que les banques, les avocats, ou Karl Denain lui avaient dit au cours des mois précédents. Je pense qu'une part de lui avait espéré, en entrant dans ce café, que cette conversation se terminerait par une sorte de réconciliation financière. Par une reconnaissance de ma part de ce qu'il avait perdu, en termes d'euros. Je me suis assuré que cela ne serait jamais sur la table. Je n'étais pas venu pour parler d'argent. Je n'avais jamais eu besoin, au cours de toute cette épreuve, qu'il sache exactement ce que je valais en chiffres. Ce que j'avais besoin qu'il comprenne. Ce que je pense, finalement, dans ce petit café, il a réellement compris. C'était que la vraie perte n'avait rien à voir avec une participation dans une entreprise de défense, ou un ensemble de brevets. C'était les années qu'il avait passées, aux côtés d'une femme qu'il n'avait jamais pris la peine de rencontrer véritablement. J'ai glissé la main dans mon sac, et j'ai posé une enveloppe simple sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents de divorce originaux, les mêmes qu'il m'avait remis dans cette chambre d'hôpital, accompagnés d'un court mot manuscrit que j'avais rédigé la veille. Le genre de mot qui ne demande rien en retour. Je ne lui offrais pas une conclusion, par pur pardon exactement. Je me l'offrais à moi-même. En fermant une porte que je gardais entr'ouverte, dans un coin silencieux de mon esprit, depuis l'instant où il était entré avec ce dossier sous le bras. J'espère que tu découvriras qui tu veux vraiment être, lui ai-je dit, en me levant avant qu'aucun de nous deux ne puisse transformer ce moment en quelque chose de plus grand qu'il ne devait l'être. Je le pense sincèrement. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti de ce café, dans la lumière ordinaire d'un jeudi après-midi, dépassant des gens qui menaient des vies qui n'avaient rien à voir avec la mienne. Et je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule. Comme le font les gens dans les films, quand ils veulent voir si l'autre personne les regarde partir. Je savais déjà que c'était le cas. Et cela n'avait plus d'importance. Presque une année s'est écoulée après cet après-midi, avant qu'Ethan Morgan ne croise à nouveau mon chemin. Et quand cela s'est produit, aucun de nous deux ne s'y attendait. 1 an, c'est long, quand on le passe à se reconstruire, plutôt qu'à pleurer. Lorsque l'invitation est arrivée une carte officielle, aux lettres en relief, pour une réception en soirée organisée par le Conseil national de l'innovation en matière de défense, j'ai presque eu du mal à reconnaître la femme à qui elle était adressée. Major Rachel Morgan. Récipiendaire d'une citation pour ses contributions au système logistique de la prochaine génération. Un travail qui découlait directement des brevets que mon oncle Frank m'avait légués. Un travail que j'avais passé la majeure partie d'une décennie à bâtir discrètement, en parallèle de ma véritable carrière. Celle pour laquelle personne n'avait jamais eu besoin de voir les signes de euros derrière, pour la comprendre. J'ai failli ne pas y aller. Les cérémonies de ce genre n'avaient jamais été mon langage. J'avais passé toute ma vie d'adulte à être plus à l'aise dans une salle de briefing, que dans une salle de bal. Plus à l'aise pour donner des ordres sous pression, que pour accepter des applaudissements sous les lustres. Mais mon ancien physiothérapeute, qui était devenu une sorte d'ami au cours des 11 semaines de ma convalescence, m'en a persuadé autour d'un café, un dimanche matin. Tu ne dois pas l'humilité éternelle à qui que ce soit, Rachel, a-t-elle dit. Laisse les gens voir ce que tu as construit. Alors j'y suis allé. Je portais une robe simple, bleu marine, sans aucun bijou à l'exception des petites boucles d'oreilles en or de feu ma mère. Et je me tenais dans une salle de bal d'un hôtel à Arlington, entouré de généraux, d'ingénieurs, d'entrepreneurs de la défense et de collègues. Des gens qui ne me connaissaient qu'à travers la version calme et constante de moi-même. Je m'étais toujours montrée compétente, discrète, et indifférente à l'attention. Mon commandant a prononcé un court discours sur les systèmes que j'avais aidé à développer, et sur la façon dont ils avaient déjà permis d'économiser de l'argent, et du temps réel,
lors de 3 déploiements actifs. Mes anciens coéquipiers de l'unité étaient assis à une table près du premier rang. Ils ont acclamé plus fort que la dignité de la salle ne le réclamait probablement, et j'ai ri sincèrement, pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je ne me cachais plus. Ni mon succès, ni les années de travail qui le sous-tendaient, ni l'architecture silencieuse d'une vie que j'avais construite entièrement selon mes propres règles. Mais je ne faisais pas de représentation, non plus. J'ai accepté la citation, de la même manière que j'avais vécu la majeure partie de ma carrière, avec constance. Sans avoir besoin de la validation de la salle, pour savoir que cela avait de l'importance. C'est vers la fin de la soirée, alors que les serveurs commençaient à débarrasser les assiettes à dessert, et que le quatuor à cordes passait à un rythme plus lent, que je l'ai vu. Ethan se tenait près du bord de la pièce. Non pas en tant qu'invité, exactement. J'ai appris plus tard qu'il était venu avec un cousin, qui s'occupait de la logistique des événements pour l'hôtel, pour aider à superviser le personnel de restauration pour la soirée. Il avait l'air différent. Encore plus mince, mais plus stable d'une certaine manière. Comme un homme qui aurait arrêté de fuir quelque chose, et qui se serait enfin retourné pour y faire face. Il portait un simple costume noir, rien à voir avec le lin qu'il arborait à son mariage. Et lorsque nos yeux se sont croisés à travers la pièce, il n'y avait aucune mise en scène dans son expression. Aucun charme, aucun sourire d'agent immobilier. Juste quelque chose de calme, et d'un peu triste. Et en dessous, quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Il s'est dirigé vers moi. L'espace d'un instant, ma poitrine s'est serrée, avec cette même tension familière que je ressentais autrefois, avant les conversations difficiles avec lui. Mais c'est passé rapidement. De la même manière que passent les tempêtes, une fois que vous en avez traversé assez, pour connaître leur forme. Il n'était pas venu pour faire un esclandre. Je pouvais le voir clairement à la façon prudente dont il s'approchait. Les mains dans les poches, les épaules un peu plus basses que dans mes souvenirs. « Tu as l'air heureuse », a-t-il dit quand il m'a enfin rejointe. Ce n'était pas une phrase toute faite. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'était juste une observation, offerte simplement, de la façon dont on dirait une vérité à un vieil ami. Je le suis, ai-je répondu, et je le pensais totalement. Il a hoché la tête, a jeté un bref coup d'œil à la médaille, toujours épinglée près de mon col, et a ouvert la bouche comme s'il voulait en dire plus. Peut-être de nouvelles excuses. Peut-être une explication, sur la raison pour laquelle il se trouvait dans une salle de bal d'hôtel en costume noir de traiteur, au lieu de vivre la vie qu'il était si certain de bâtir autrefois. Mais je n'avais pas besoin de l'entendre. Et une certaine clarté silencieuse, sur son propre visage, m'a indiqué qu'il l'avait compris, lui aussi. « Prends soin de toi, Ethan », ai-je dit. Et je le pensais totalement, là aussi. Non pas comme un congé, non pas comme une flèche au moment de se séparer, mais comme quelque chose de plus proche d'un espoir sincère, pour un homme que j'avais autrefois aimé. Même si cet amour n'avait pas été suffisant pour survivre à ce qu'il avait choisi de croire de moi. Puis, je me suis retourné, et j'ai marché vers ma table. De retour vers les personnes qui avaient été réellement présentes pour moi. À travers 11 années de déploiement, de convalescence, et de travail discret, et sans glamour. Et je n'ai pas regardé en arrière, pour voir s'il était toujours là, à me regarder partir. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la réponse, et pour la première fois depuis longtemps, cela n'avait plus aucune emprise sur moi. En conduisant pour rentrer chez moi ce soir-là, les fenêtres entr'ouvertes pour laisser entrer l'air frais du printemps, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce matin-là dans la chambre d'hôpital. Le dossier. La signature. Le lent dénouement qui a suivi la conversation du café, qui a fermé la dernière véritable porte entre nous. Et j'ai réalisé que la chose la plus vraie que j'ai apprise à travers tout cela, ne concernait pas l'argent, ni la justification, ni même le pardon. C'était ceci, Ethan avait passé 6 ans à croire que ma valeur commençait, et se terminait, par un chiffre sur une fiche de paie. Mais la chose la plus importante qu'il ait jamais perdue, ce n'était pas mon revenu. Et il n'a jamais vraiment été question de la maison, de la voiture, ou de la vie qu'il pensait avoir gagnée en partant le premier. C'était la femme qu'il avait aimée discrètement, patiemment, et complètement. Bien avant qu'il ne songe à demander ce qu'elle valait réellement. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais beaucoup savoir quelle partie vous a le plus frappé. Laissez un commentaire, et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Des histoires comme celle de Rachel nous rappellent que la vraie force semble souvent silencieuse,
que la dignité peut être sa propre forme de victoire, et que les personnes qui connaissent véritablement notre valeur, sont celles qui n'ont jamais eu besoin d'un chiffre pour l'avoir. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours, alors si vous ne voulez pas manquer la prochaine, allez-y, abonnez-vous dès maintenant. Continuons d'explorer ces histoires ensemble, un moment sincère à la fois.